Bonjour Marlène Schiappa. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, on est là pour faire connaissance, parce que c'est la première fois qu'on vous reçoit sur Mademoiselle, Oui. et ça fait un peu plus d'un an que vous avez pris vos fonctions. Et je voulais prendre le temps, en fait, de vous laisser dérouler un petit peu vos parcours, mais surtout vos prises de position et vos idées et vos projets pour l'avenir. Vaste programme. Ma première question, c'est celle que je pose à toutes mes invitées au parcours un peu exceptionnel vu de l'extérieur. On se demande comment vous en êtes arrivé là. J'aimerais savoir comment vous étiez à 7 ans. Je pense que j'étais très classique. J'étais une petite fille très proche de sa petite sœur, parce que j'ai une sœur qui a 2 ans de moins que moi et dont je suis extrêmement proche. On a vraiment beaucoup grandi ensemble dans notre enfance. Je lisais énormément et je commençais à 7 ans, 7-8 ans, c'est l'âge où j'ai commencé à écrire des petites histoires, à inventer des mini-nouvelles, des choses comme ça. C'était quoi votre première ambition professionnelle ? La première fois que vous auriez mis ce mot-là, en fait. Moi, je voulais écrire pensée. surtout. Donc, je voulais être journaliste ou écrire des livres, mais ça me paraissait un peu inatteignable, un objectif un peu haut, parce que tout le monde dans ma famille est dans l'enseignement ou fonctionnaire, et donc je connaissais pas beaucoup d'autres métiers, mais le fait d'être journaliste ou d'écrire des livres, ou ensuite d'écrire des slogans dans la pub, ça a toujours été quelque chose qui m'a attirée, et en même temps la politique m'a toujours attirée aussi, mais je me suis jamais dit que ça pouvait être une carrière ou un travail de faire de la politique, en tout cas quand j'étais enfant, ado, etc. Qu'est-ce qui vous attirait dans la politique ? D'abord, moi j'étais dans une famille très politisée, mon père était très engagé en politique, ma mère aussi. Mon grand-père était un de ceux qui ont fondé un grand syndicat en Corse qu'il a présidé, qu'il a mené pendant longtemps. Donc j'ai vraiment toujours baigné là-dedans. Donc j'avais l'impression que c'était intéressant de pouvoir en gros contribuer à la décision de ce qui fait la vie du pays et de ce qui fait finalement la vie de tous les jours. C'est-à-dire que très jeune, j'ai compris que la politique c'était une manière d'influer la vie de tous les jours et que tout est politique, que ce qu'on mange c'est politique, ce qu'on a à la cantine dans nos assiettes c'est politique, comment on est gardé après l'école, qu'est-ce qu'on regarde à la télé, qu'est-ce qu'on lit, de quoi on parle, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas, qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui est payant, tout ça, ça relève de choix politiques. Et ça je pense que je l'ai compris assez jeune. Et à quel moment vous vous êtes vous-même engagée en politique ? C'était quoi la première fois ? J'avais une première mini-expérience quand j'avais 18 ans, j'étais candidate sur une liste associative à Paris, mais c'était vraiment, j'étais pas très investie, c'était une candidature un peu de témoignage pour soutenir des amis d'amis. C'était une liste associative pour la défense des services publics à Paris, et j'avais 18 ans. Et ensuite, j'ai mis ça de côté. Et j'ai plus du tout eu d'engagement politique parce que je trouvais pas de parti qui me convienne. Et ensuite, quand je suis devenue maire, j'ai commencé un peu à faire le tour des partis. Donc j'ai regardé quels partis politiques pouvaient être en phase avec mes idées. Donc moi, je viens plutôt de la gauche à la base, donc j'ai regardé un peu ce qui se faisait au Parti Socialiste, à Europe Écologie Les Verts, au Parti Radical de Gauche, des mouvements comme ça, des partis comme ça. Et puis j'ai rien trouvé qui me corresponde jusqu'à ce que j'arrive au Mans. Et au Mans, le maire du Mans m'a proposé de venir sur sa liste au municipal en 2014, donc en 2013 quand je suis arrivée. Et c'était une liste d'alliance de gauche du Parti communiste jusqu'au Parti socialiste avec des gens de la société civile. Et là, j'étais toujours société civile et toujours sans parti fixe en fait. Et j'ai continué à regarder un peu quels étaient les partis, à avoir plus de contacts avec des responsables nationaux, à échanger avec eux. Et je trouvais vraiment pas de parti politique dans lequel je me reconnaisse, à mon grand désespoir, parce que je voyais arriver l'élection présidentielle en me disant, dans 2 ans, il y a une élection présidentielle, j'aimerais m'engager, mais je trouve pas de candidat et je trouve pas de parti qui m'enthousiasme vraiment. Jusqu'à ce que le alors ministre de l'économie lance En Marche, c'était Emmanuel Macron. Donc c'est à l'été 2016 que vous décidez de rejoindre La République En Marche. En fait, alors moi j'avais entendu parler un petit peu par personne interposée de ce qui allait être créé. Et dès que Emmanuel Macron, candidat, qui n'était pas encore candidat d'ailleurs, lance son mouvement, moi j'adhère immédiatement en me disant ça y est, enfin il y a un mouvement politique qui me correspond, c'est-à-dire qui est à la fois sur des valeurs d'égalité femmes-hommes, de solidarité, d'humanisme qui me plaisent, dans lesquelles je me reconnais, et en même temps qui n'est pas caricatural sur l'économie. Moi j'ai créé des entreprises très jeunes, je suis impliquée dans French Tech, j'étais élue responsable de French Tech au Mans, la ville où j'étais aussi maire adjointe à l'égalité femmes-hommes. Donc c'est des choses qui étaient importantes pour moi, et il n'y avait pas de mouvement jusque-là qui conjugue ces deux choses, c'est-à-dire à la fois l'attrait pour le développement économique, l'entrepreneuriat, les nouvelles technologies, et très actuel, très 21e siècle.
et bien sûr toute la partie égalité femmes-hommes et voilà, droits de l'homme, sujets fondamentaux de solidarité, d'humanité, de bienveillance, de rapport entre les gens qui me semblaient importants. Je dirais qu'il y a une vraie volonté de faire des choses. Enfin, c'est comme ça que j'ai perçu, moi, La République En Marche, quand j'ai vu le mouvement se lancer. Ouais. C'était une vraie volonté une volonté pragmatique, en fait. Et de ne pas rester bloqué, surtout. Moi, ce qui m'a vraiment séduite, c'est ça, c'est l'idée de se dire, on ne va pas rester bloqué sur... on ne peut pas résoudre des problèmes du 21e siècle avec des solutions des années 90. Et parfois, quand j'entendais des leaders politiques parler, quelle que soit leur intelligence politique, leur culture générale, etc., je me reconnaissais pas, moi, de la génération entre guillemets Y, comme on dit maintenant, je reconnaissais pas mes aspirations dedans. Moi, j'aspire pas à avoir le même métier jusqu'à ma retraite et je me réveille pas en pensant absolument avoir une sécurité de l'emploi, des choses comme ça. Je pense que pour nos générations, il y a aussi des choses qui sont importantes comme l'ouverture aux autres, l'ouverture au monde, la curiosité, le fait de pouvoir être mobile, se déplacer, de pouvoir être des slashers, comme on nous appelle. Moi, à l'époque, j'avais créé Maman Travail. Les slashers, vous savez, c'est ceux qui font un métier slash un autre. Par exemple, je suis serveur slash DJ. Donc, des gens qui veulent avoir du sens. Je pense qu'on est une génération, même si j'aime pas généraliser de façon générale comme ça, mais je crois qu'on est quand même une génération qui est en quête de sens et qui veut faire des choses qui aient du sens et qui veut avoir envie de se lever le matin pour faire quelque chose qui ait du sens à la fois pour soi, pour notre rapport aux autres et pour ce qu'on apporte au pays, à la planète, etc. Et je pense que c'est pour ça que c'est une génération qui est beaucoup tournée vers les problématiques d'égalité femmes-hommes, mais aussi de transition écologique et solidaire, et toutes ces grandes questions du monde qui vont faire le 21e siècle. Effectivement, quand j'ai regardé votre parcours, un terme qui, je trouve, vous caractérise, c'est vous faites plein de trucs, vous écrivez plein de livres, et vous avez, quand je vous posais la question sur votre engagement politique, en vrai, moi, j'aurais répondu Maman Travail. C'est le premier engagement que j'ai vu de votre part. Vous pouvez nous en parler? C'était quoi Maman Travail? Mais c'est vrai que c'était déjà politique. L'idée de Maman Travail, c'est que je travaille donc dans la pub à l'époque. J'ai ma première fille, donc j'étais jeune, j'avais 24 ans, et là je m'aperçois que c'est extrêmement compliqué de concilier vie professionnelle et vie familiale. Et je suis un peu démunie parce que je suis la première de toutes mes amies à avoir un bébé, donc j'ai personne autour de moi vers qui me tourner pour demander des conseils. Et je m'aperçois qu'il n'y a pas beaucoup de réseaux d'entraide, d'associations sur ce sujet. Il y avait d'un côté des réseaux pro, orientés vraiment business de femmes, de l'autre côté des associations féministes, et puis des groupes, des associations familiales, etc. Mais rien vraiment sur les deux. Et je trouvais que ce qui était vraiment compliqué, c'était cette articulation, c'était le fait de vouloir à la fois avoir une famille et en même temps ne pas renoncer à avoir une vraie carrière ou en tout cas à faire des choses épanouissantes. Et donc je lance le blog Maman Travail peu après être devenue mère pour au début partager avec les autres mères et puis ensuite mener des actions de lobbying en direction des pouvoirs publics pour faire des propositions qui puissent être efficaces et concrètes. Effectivement, c'est pas du tout l'objectif de devenir une égérie à la Sex and the City et de tout réussir de façon hyper glamour. C'est très pragmatique en fait comme démarche. Ouais, c'est hyper concret. Moi, les articles qui marchaient le mieux sur le blog Maman Travail, c'est des choses très concrètes et tabous qu'on voyait pas ailleurs. Par exemple, comment aller travailler avec des nausées, comment prolonger son congé maternité, comment allaiter au bureau. Voilà, il y avait aussi des articles plus de fond, mais vraiment les articles type conseils, les tips comme on dit aux États-Unis, retrouvaient vraiment une vraie audience parce que je crois qu'il n'y a aucun autre endroit où on pouvait parler de ces sujets. Le fait de retourner travailler quand on a eu une épisiotomie ou quand on a une cicatrice de césarienne, c'est pas des choses qu'on dit à son voisin, c'est pas des choses qu'on dit à ses collègues à la machine à café. Et pourtant, ça fait partie de la vie des femmes, des mères, et ce sont des choses sur lesquelles elles ont, je crois, envie de partager. Et surtout, une forme de refus du fatalisme et de refus du « c'est comme ça ». En gros, on nous disait « oui, mais tu sais, ça fait des générations que les mères, on les recrute pas parce que c'est compliqué, que ça fait des générations que ce sont les mères qui gardent les enfants quand il y a un enfant malade et pas les pères ». Et moi, je me disais « mais pourquoi je veux changer ça ?» D'ailleurs, quand ma fille est rentrée à l'école, mon premier petit acte féministe, ça a été dans les fiches d'inscription de mettre en numéro 1 le numéro de leur père, en disant c'est pas parce que moi je suis leur mère et que je les adore, c'est même pas le sujet, mais c'est pas parce que je suis leur mère que je dois être la personne qui doit quitter mon travail pour aller m'occuper d'elle quand c'est un problème. On est deux parents, donc le père peut aussi faire ça. Et moi, c'était le premier conseil que je donnais dans toutes les réunions Maman Travail à toutes les mères qui étaient là. Donc après,
certains pères n'étaient pas contents, mais c'était de dire quand vous inscrivez vos enfants à l'école, sur la fiche, mettez le numéro du père. Quand vous habitez avec le père ou quand vous entendez bien avec le père, c'est à lui de prendre aussi ses responsabilités. Et je crois qu'il y a une forme d'habitude culturelle, notamment dans le monde éducatif, qu'il faut pouvoir changer. On va y revenir sur ça, sur le contexte culturel. Mais j'ai une question très pragmatique, justement. C'est que je me demande vraiment, et je sais qu'on est nombreuses à se poser la question, c'est quoi le point de basculement qui fait que, en fait, vous lancez un projet, vous faites un truc? Parce que je pense qu'on est très nombreuses à avoir plein d'idées, plein d'envies, et il y a souvent un blocage qui fait que ça va rester une belle idée. Et peut-être quelqu'un d'autre va la prendre, d'ailleurs. Ouais. Souvent un homme. Absolument. Qu'est-ce qui se passe dans votre état d'esprit à 24 ans quand vous vous dites, en fait, ça n'existe pas, je vais le faire? Moi, en fait, je peux pas ne rien faire. Et d'ailleurs, je suis souvent en train de secouer mes copines qui ont des idées, mais bien meilleures que les miennes et qui les font pas. Je suis tout le temps en train de les secouer, de leur dire mais vas-y, fais-le, dépose-le, lance-toi, ça marche pas, c'est pas grave. Et moi, je suis toujours d'ailleurs poussée par une forme d'urgence à faire des choses et à concrétiser des choses. J'ai peur du vide, j'ai horreur de laisser les choses comme elles sont, de me dire qu'on va être dans une forme d'inertie, de fatalité, etc. Donc dès que je pense qu'il y a quelque chose d'utile à faire, je le fais. Et avant Maman Travail, j'avais lancé un autre site qui n'avait pas du tout marché. Et justement, j'avais appris un peu de mes erreurs sur ce site en termes de création d'entreprise, de positionnement, etc. Et tout ce que j'ai fait comme erreur précédemment, ça m'a permis de me nourrir dans Maman Travail. Et la grande chance que j'avais, c'est qu'entre les deux, je suis passée par le Bondi Blog, où très vite, ils m'ont fait une place incroyable en confiant des projets, jusqu'à me proposer de devenir associée avec les patrons de Bondi World, qui était la maison de production des contenus du Bondi Blog. Et du coup, ça m'a appris énormément de choses en matière de gestion de communauté, de web, etc. Donc je pense que là, j'ai eu vraiment la chance de pouvoir engranger ces savoir-faire et de me dire, allez, j'y vais, au pire, ça marche pas. Alors effectivement, ça marche pour vous. J'ai compté pas moins de 18 publications, romans et essais confondus depuis 2010. Oui. Vous dormez quand? Alors, je dors pas beaucoup, mais comme je l'explique souvent, parce que souvent on me pose la question de savoir quand j'écris, etc. Et ce week-end, j'étais au téléphone avec mon père qui m'explique qu'il est en train d'écrire un nouveau livre, et je lui dis ouais, c'est bien. Et il me dit écoute, c'est ça ou la botanique, hein. Et j'ai rigolé parce que ça résume exactement mon sentiment, c'est-à-dire que moi, il y a plein de choses. D'abord, il y a plein de choses que je fais pas. Pour moi, c'est un loisir, c'est une passion. Plus que toute autre chose, d'écrire, je peux pas m'empêcher d'écrire, j'écris tout le temps. Donc il y a des gens qui sont en train de repeindre leur salon, de faire du jardinage, d'aller faire du vélo, de préparer un semi-marathon, d'avoir un engagement politique avec une responsabilité importante nationale. Moi, ma passion, mon temps libre, la façon dont je m'occupe, c'est en écrivant. Et au-delà de ça, et ça c'est quelque chose que je dis beaucoup à ma fille qui a 11 ans, quand elle veut pas travailler, quand elle veut pas faire ses devoirs, quand elle veut pas réécrire quelque chose, je dis écoute, les choses elles vont pas se faire toutes seules, elles se font en travaillant, parce qu'elle me dit par exemple oui mais du coup je peux pas discuter au téléphone avec ma copine, etc. Je dis écoute, moi mes livres ils se sont pas écrits pendant que j'étais au téléphone avec des copines ou en boîte ou en week-end entre amis. Ils se sont écrits parce qu'à un moment j'ai fait le choix de me mettre devant un ordinateur et de passer des heures entières à faire des recherches, à interviewer des gens, à écrire, à trouver des éditeurs, à les publier, à défendre mes livres, à défendre ce en quoi je croyais. Donc je pense que c'est une question vraiment de volonté. Il paraît qu'un jour Sarkozy a répondu à un jeune qui lui disait « je voudrais faire de la politique mais j'ai pas le temps ». Il paraîtrait que Sarkozy lui aurait répondu, Nicolas Sarkozy, on a toujours le temps. Si vraiment t'es passionné de politique, de théâtre, de quoi que ce soit, tu trouveras le temps de le faire. Donc je pense qu'on peut toujours trouver le temps d'écrire. C'est ce que vous vous êtes aussi dit quand vous vous êtes lancée en politique en 2014. Vous êtes maman, vous avez un travail et vous vous lancez en politique? Ouais, j'avais un mandat... ouais. Complètement, j'avais beaucoup d'engagement, mais j'étais aussi en train de préparer des diplômes en cours du soir. Mais voilà, il y a un vieux dicton qui dit si tu fais une chose, fais-en une autre. Donc, Alors, donc, en avril 2014, vous devenez adjointe au maire du Mans, c'est oui. ça, en charge de l'égalité de la lutte contre les discriminations. Et ça, c'était votre fait. premier mandat électif? Oui. Et alors, c'était quoi votre rapport d'étonnement de jeune élu? Ouh là là. Alors j'en ai fait un livre, j'en ai fait un roman justement qui s'appelle Marianne est déchaînée, dans lequel je raconte une année un peu romancée de la vie d'une jeune fille de la société civile qui découvre le monde politique. Et moi, je pense que j'incarne vraiment dans ma façon de penser ce qu'explique le président de la République dans la méthode La République en marche. C'est-à-dire que j'aime quand ça va vite. Moi, ça me parle tout à fait le fait de dire quand le président de la République dit il faut qu'on devienne une start-up nation, etc. Ça me parle complètement. Et moi, mon étonnement principal,
c'était la bureaucratie, l'administration, les délais de validation, les moments où on a une bonne idée et on veut mettre en place cette bonne idée. Et c'est tellement long pour avoir 7 strates de validation, 8 notes qui font prévalider, 12 signatures, et que tout est d'une lenteur qui m'insupporte. Comme moi, j'aime bien justement quand les choses sont rapides. Ça m'a vraiment frustrée. Donc il y a la frustration de la bureaucratie, ouais. Et au niveau des relations aux autres, vous êtes jeune, de toute façon vous n'êtes pas vieille, mais j'étais jeune à l'époque. Moi, vraiment à 25 ans dans le monde de l'entreprise, je détonnais, ouais. Et j'imagine que vous aussi dans ce milieu-là. Oui, mais après comme j'ai commencé justement jeune, effectivement, moi comme vous à 23-24 ans, j'étais dans le monde de l'entreprise jeune, ensuite je suis arrivée jeune en politique et j'avais 31 ans. Quand j'ai été élue, et ce qui n'est pas extraordinairement jeune, mais ce qui est bien, c'est qu'en politique, vous êtes considéré jeune longtemps, jusqu'à 45 ans, on vous dit que vous êtes jeune, donc c'est très bien, je vais essayer d'y rester un peu. Mais donc j'étais jeune, entre guillemets, à 31 ans, et effectivement, en fait, il y a des gens qui étaient très installés, et je me suis aperçue que c'est pas parce qu'on dit défendre des valeurs de gauche, donc d'humanisme, de solidarité, etc., qu'on est forcément prêt à se pousser pour faire une place à une personne qui arrive. Il ne faut pas oublier que la politique, c'est un milieu hyper compétitif. Quand moi j'arrive et qu'ils ont déjà passé, les gens qui sont sur la liste avec moi, avec le maire du Mans, ils ont passé des années en pré-campagne. Ils ont passé 3 ans, 4 ans, 5 ans pour certains à réussir à se faire investir. Ils ont gagné des investitures internes, ils ont mené cette campagne et ils se retrouvent sur la liste. Et là, ils voient une personne qu'ils ne connaissent pas, qui arrive de nulle part et qui arrive sur la liste et qui a l'air de bien s'entendre en plus avec le maire du Mans. Donc je comprends que pour eux, il y a une forme de réaction grégaire, un peu d'instinct, de recul. Mais c'est une histoire qui est vieille comme le monde. C'est l'histoire de tous les scénarios, de tous les épisodes de Desperate Housewives avec le nouveau voisin qui arrive. Et partout dans le monde, quand vous avez un nouveau voisin qui arrive et que vous ne savez pas d'où il vient, vous ne savez pas ce qu'il veut, vous avez l'impression qu'il veut vous prendre quelque chose, ou que lui, la lumière qu'il va avoir, ou les projets qu'il va porter, les arbitrages qu'il va avoir vont vous desservir vous, il y a une réaction que je peux comprendre qui est quasi humaine de repli sur soi. Mais c'est un peu ce qu'a vécu le président quand lui, il était ministre et qu'il y avait ce groupement un peu grégaire, ce réflexe d'une partie du Parti socialiste de dire on va se replier sur nous et mettre au banc les gens qui ne font pas partie de l'establishment. Regardez Baron Noir sur Canal+, c'est... Absolument, voilà. Excellente série. Alors, j'ai une question... plus général, est-ce que vous avez déjà entendu la petite voix qui dit mais qu'est-ce que tu fais là, t'es pas légitime, ça va se voir, ça va se savoir. Tellement souvent. Mais alors si on peut mettre juste, moi je suis donc jeune jusqu'à présent, moi j'ai grandi dans les quartiers populaires, j'ai pas fait l'ENA ni Sciences Po, en plus j'ai été mère jeune, je suis une femme. Très souvent, les gens qui ne comprennent pas ce que c'est qu'Internet me résument à blogueuse, alors que j'ai juste effectivement été maire adjointe d'une ville importante pendant plusieurs années. J'étais dans la Commission nationale d'investiture pour La République En Marche. J'ai construit le programme du président de la République avec d'autres sur la partie de l'égalité femmes-hommes. Je suis experte pour une fondation politique d'utilité publique, j'ai écrit 17 livres, donc sincèrement je pense que je ne devrais pas avoir de problème de légitimité, mais rien que le fait de devoir vous rappeler tout ça, ça montre que j'ai cette forme de besoin de me justifier. Donc oui, je pense que souvent j'ai entendu cette petite voix qui me disait le fameux syndrome de l'imposteur, le fameux ça va se voir, etc. Mais plus j'avance en âge, moins je l'ai, parce que je pense que je suis... de façon tout à fait immodeste et prétentieuse, je pense que je suis très solide sur mes sujets. Donc il y a certains sujets sur lesquels je ne vais pas aller débattre ou arbitrer avec d'autres parce que ce n'est pas mon domaine de compétence, mais les sujets dont j'ai la responsabilité, particulièrement l'égalité femmes-hommes, mais aussi la lutte contre les discriminations, et même le numérique ou l'attractivité économique des territoires sur lesquels j'ai été élue pendant quelques années, même la création d'entreprises, qui sont des sujets que j'ai maîtrisés en créant moi-même des entreprises, je pense que là-dessus, honnêtement, plus j'avance en âge et plus je suis assez tranquille sur le fond. Je pense que ça aide aussi de se rendre compte que les autres sont très peu experts sur les questions de féminisme et de genre. Quand je vous regarde sur certains plateaux télé, c'est quand même surprenant. C'est vrai, mais alors ça, vous avez absolument raison de le souligner, mais ça, c'est que sur nos sujets. Hein, parce que sur d'autres sujets, nous, en fait, en gros, on considère que les droits des femmes ou l'égalité femmes-hommes, c'est pas un vrai sujet d'expertise.
qu'il suffit d'être une femme pour avoir un avis. D'ailleurs, toutes les femmes donnent leur avis sur les politiques publiques d'égalité femmes-hommes, et elles ont bien raison parce qu'on ne donne pas assez notre avis de façon générale, mais on interroge des femmes comme si elles étaient expertes. Moi, j'étais frappée ce matin en radio d'entendre qu'on interrogeait Virginie Calmel sur son sentiment sur les politiques publiques d'égalité femmes-hommes. Et elle a dit des choses qui étaient complètement hors sol en guise de réponse. Et je me dis, mais c'est incroyable de penser qu'il suffit d'être une femme pour être experte de ces sujets. C'est quand même des sujets très variés sur lesquels, d'abord, il y a des clivages anciens sur universalisme, essentialisme, et puis maintenant avant sur l'existentialisme et l'essentialisme, maintenant sur l'universalisme et l'intersectionnalité. Mais il y a d'autres clivages plus importants sur les politiques publiques, comment on budgète ça, qui fait quoi, sur l'égalité professionnelle, quelles sont les lois, les décrets d'application de loi. L'égalité professionnelle et l'égalité salariale, c'est pas la même chose. Le harcèlement de rue et le harcèlement sexuel, c'est pas la même chose. Et il y a un continuum de tout cela qu'il faut pouvoir avoir étudié pour le mettre en place. Et je suis effectivement assez frappée de voir que c'est un domaine de spécialité qui est assez peu reconnu, mais c'est pas propre à la politique. Quand vous regardez les chercheuses, par exemple, il y a assez peu de chercheuses ou de chercheurs qui soient spécialistes de ces domaines, à qui on reconnaît une légitimité, comme si c'était un sujet d'expérience de vie. En gros, vous avez vécu quelque chose en tant que femme, vous devez pouvoir être experte sur ce sujet. Alors, un sujet sur lequel vous êtes experte, vous avez écrit un essai sur la culture du viol, Où sont les violeurs, et je voulais savoir à quel moment dans votre vie vous avez rencontré cette expression pour la première fois. Culture du viol ? Ouais. Je pense que ça devait être c'était l'expression américaine, à force de faire des travaux de recherche sur le sujet, puisque je faisais des travaux de recherche pour la Fondation Jean Jaurès, sur le sujet du viol et des violeurs, des politiques publiques à mettre en œuvre contre les violences sexistes et sexuelles. D'ailleurs, à l'époque, c'était un sujet qui n'intéressait personne. On était avant l'affaire Weinstein, donc c'est pour ça que ce matin, j'entendais toujours un journaliste faire un peu la leçon sur ce qu'est le viol, alors que c'est quelqu'un qui découvre avec MeToo et l'affaire Weinstein l'ampleur du phénomène des violences sexistes et sexuelles. À chaque fois, je réponds que nous, je suis pas toute seule, on est nombreuses, mais on est quelques-unes à avoir investigué ce sujet et à avoir pris position des années avant l'affaire Weinstein, des années avant MeToo, à l'avoir travaillé, à avoir essayé d'alerter l'opinion publique là-dessus. Et moi, j'avais commencé à lire dans des travaux américains l'expression de rape culture, et je me suis aperçue qu'en France, il n'y avait rien là-dessus, et qu'on n'analysait pas en fait la culture du viol en France, contrairement à ce qu'on fait aux États-Unis. Et donc j'ai voulu prendre mes travaux de recherche pour la Fondation Jean Jaurès, et puis d'autres choses que j'avais pu à la fois observer comme maire adjointe dans des permanences, mais aussi comme présidente d'un réseau de femmes, parce que même si le thème c'est Maman Travail, il vient toujours un moment où les femmes parlent de ce sujet, et j'ai voulu en faire un livre qui explique ce que c'est que la culture du viol. Alors justement, si vous deviez résumer le concept, comment vous le définissez ? Alors la culture du viol, c'est tout ce qui tend à excuser, minimiser, relativiser, voire parfois promouvoir ou érotiser le viol et les violences sexuelles. Et alors, vous l'avez dit, on est aujourd'hui en France, la culture du viol est un problème. Oui. Nous qui travaillons sur ce sujet depuis longtemps, on voyait venir l'affaire Weinstein qui aurait pu être n'importe quel homme connu, ça aurait été pareil. Et on a cette clé de lecture et d'analyse, et nous on est déjà dans la recherche de solutions et pas dans le choc de « ah bon, ça existe ?» C'est ça. Donc je pense qu'il y a une vraie inégalité dans la découverte. Dans la découverte effectivement de ce concept. L'un des leviers de lutte contre la culture du viol, c'est l'éducation à la sexualité. Oui. Et le précédent gouvernement, notamment Najat Vallaud-Belkacem à l'Éducation nationale, avait essayé d'impulser un programme d'éducation à l'égalité, qui s'appelait les ABCD de l'égalité, qui a été plus ou moins pas très bien mis en œuvre, pas très bien accueilli dans l'opinion publique. Quelle est votre position à vous sur ce sujet ? Moi, je pense que c'est fondamental. D'ailleurs, il y a une loi qui existe et qui prévoit qu'il y ait de l'éducation à la sexualité. La semaine dernière, j'étais avec le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. On était en déplacement dans un lycée, justement pour participer à un atelier qui était un atelier sur la vie affective, sexuelle et relationnelle entre les lycéennes et les lycéens. Et l'idée pour nous de ce Tour de France de l'égalité femmes-hommes, c'est d'aller avec tous les autres ministres sur tous les sujets. J'étais avec la ministre des Armées, la secrétaire d'État aux Armées précédemment, d'aller voir ce qui se passe en termes de bonnes pratiques et comment on peut le dupliquer. Donc moi, je suis tout à fait convaincue qu'il y a une grande part d'éducation qui se joue d'abord à l'école, et donc là, on peut mettre en place des politiques publiques. Et le président de la République a indiqué que les professionnels seraient formés dès la crèche au repérage des stéréotypes de genre et au fait de les combattre. Et au-delà de ça, je pense qu'il y a une responsabilité des parents et que nous, on doit pouvoir s'adresser aux parents. Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de mener pour voir justement comment concrètement on s'adresse directement aux parents pour les interpeller sur ce sujet.
C'est ça qui a manqué, vous pensez, la formation des parents avant de promouvoir l'égalité, l'éducation à l'égalité à l'école? Sur les ABCD de l'égalité, vous voulez dire? Non, là je pense qu'on était vraiment dans une période de clivage où chacun a décidé de faire de ça un enjeu politicien, c'est-à-dire qu'à la fois le gouvernement de l'époque n'a pas été très solidaire, je trouve, avec Najat Vallaud-Belkacem en ne montant pas au créneau et en n'étant pas unis pour défendre les ABCD de l'égalité. Et en même temps, en laissant faire les mouvements réactionnaires et d'extrême droite qui voulaient faire croire qu'il y avait tout et n'importe quoi. Mais je crois aussi que le précédent gouvernement ne les a pas vus venir. C'est-à-dire que je pense qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des mouvements qui allaient s'unir avec des radicaux de toutes parts, qui allaient se mettre ensemble et qui allaient avoir un mouvement de retrait d'école avec des gens qui par SMS s'envoyaient des chaînes de messages pour faire retirer les enfants des écoles en faisant peur. Et ça, je le comprends. Moi, si en tant que mère de famille, on dit, voilà, demain, on va apprendre à votre petit garçon à l'école, dès l'école maternelle, comment se masturber, etc., comment mettre une jupe. J'ai pas de garçon, mais sans doute, je serais inquiète. Donc, je comprends que les parents qui n'avaient pas d'autres informations que celles qu'on leur donnait puissent être en fait tombés dans le panneau ce qu'on leur disait. Mais je crois qu'en même temps, le précédent gouvernement, a voulu aussi peut-être faire de ça une forme d'instrument politicien pour avoir une forme de clivage à défendre. Alors, l'une de nos journalistes, Esther Meunier, a mené toute une enquête sur les agressions sexuelles entre enfants et je vous la transmettrai parce que on est vraiment au-delà de, comme vous dites, de l'enjeu politicien. On est sur un problème de santé et de sécurité publique majeur et je pense un vrai angle mort puisque vous parlez d'agressions sexuelles entre enfants, on est dans le tabou complet. Les adultes se sentent, j'imagine, extrêmement coupables autour de ce sujet parce que ça se passe sous leur surveillance parfois. Et effectivement, on est très très attaché sur Mademoiselle à promouvoir cette éducation dès le plus jeune âge. Et donc, vous me confirmez que Jean-Michel Blanquer est sensibilisé à la question? Ah oui, il est plus que sensibilisé. J'ai rendez-vous avec lui, je crois, après-demain, enfin cette semaine en tout cas, pour continuer à travailler là-dessus, mais il est très sensibilisé. Il fait partie des ministres qui étaient là le 25 novembre pour le lancement de la grande cause du quinquennat. Je crois qu'il est attaché à faire en sorte que le respecter autrui, qui répète sans cesse, l'irrécréer respecter autrui, soit vraiment mis en œuvre à l'école. Mais je suis d'accord avec vous sur le tabou des agressions sexuelles entre enfants. Et je pense que là, on a levé, pas moi, mais mon collectif a levé le tabou des violences sexuelles en direction des femmes avec Weinstein et MeToo et Balance ton porc. Mais je pense qu'il reste des tabous avec les agressions sexuelles entre enfants et les violences sexuelles sur les hommes et les jeunes garçons. Je pense que ça reste encore un tabou. Moi, c'est un sujet qui me tient à cœur. J'en parle dans mon livre sur la culture du viol. Il y a tout un chapitre qui est consacré à ça parce que j'ai le sentiment qu'on est vraiment là dans l'ultime tabou. Quand on regarde le traitement médiatique des violences sexuelles sur les hommes, souvent c'est un traitement médiatique moqueur qui va tourner en dérision le fait qu'un homme ait pu être victime de violences sexuelles. Et d'ailleurs, des hommes célèbres qui disent qu'ils ont été victimes de violences sexuelles, il y en a très peu. Ça se compte sur les doigts d'une main le nombre d'hommes. Et d'ailleurs, nous, on a commencé à travailler là-dessus. Et je vous donne une anecdote, on a commencé à chercher un homme qui ait une notoriété, qui puisse être ambassadeur de ce sujet. Et c'est compliqué pour nous parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas prendre la parole sur ce sujet. Oui, effectivement, on avait relayé sur Mademoiselle, je pense, dès 2014, l'acteur Shia LaBeouf qui avait témoigné de son viol et les reprises médiatiques étaient dramatiques. On ne le croyait pas, Mike Tyson, on le moquait. Et en France, il y en a deux. Il y a Jean-Hugues Anglade et un animateur. Autre levier de lutte contre la culture du viol, on est encore plus près du sujet et sur un sujet encore plus polémique dans la société française, j'ai l'impression, c'est celui de l'éducation à la sexualité. Donc plutôt auprès des adolescents où là le début de leur vie sexuelle, qui commencent leur vie sexuelle et encore une fois on est sur un énorme manque. Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous vous êtes penché? Ouais, je pense qu'on est sur quelque chose de très paradoxal parce qu'à la fois il y a un tabou et donc il y a très peu, de moins en moins d'éducation à la sexualité dans les familles. Et en même temps, il y a de moins en moins d'éducation à la sexualité globalement. Moi, née dans les années 80, nous, comment on s'éduquait à la sexualité? En écoutant Doc et Diffoul. On appelait quand on avait une question, on écoutait, il y avait Doc qui disait « ce n'est pas sale », qui expliquait telle ou telle chose. Alors après, il y avait à prendre et à laisser dans ce genre d'émission, mais il y avait quand même des espaces de parole et de discussion avec une parole très libre et en même temps un médecin ou une parole scientifique qui pouvait valider ou invalider telle ou telle croyance.
Actuellement, on est sur des forums de discussion sur Internet avec souvent pas de modération. Donc j'ai rien contre les forums de discussion sur Internet, hein, j'adore ça, c'est pas la question, mais la question c'est que du coup, il y a un échange d'informations qui sont pas forcément fiables. Moi, quand j'ai vu dans mes permanences d'élus au Mans des jeunes filles me dire « Moi, j'ai pas besoin de la pilule parce que je fais mes cycles de contraception avec la Lune, parce que je l'ai vu sur Internet », je me dis « Wow, en 2000 et quelques, au 21e siècle, en France, on a encore des gens qui gèrent leur contraception comme ça ». Donc je pense qu'on a ça d'un côté, et de l'autre côté, on a un accès totalement libre à la pornographie. Ce qui fait qu'on n'a pas d'éducation à la sexualité en tant que telle, au désir, au plaisir, au respect, à tout ce que la sexualité peut apporter de bénéfique, et avec en même temps un accès à la pornographie. Là encore, j'ai rien contre la pornographie en tant que telle, quand elle est dans un cadre légal évidemment, donc avec respect des personnes qui travaillent, etc. Mais ou des amateurs qui décident de se filmer eux-mêmes et de se mettre en ligne, mais je pense que ça peut pas être le premier rapport des enfants à la sexualité, alors que on leur explique pas que dans la pornographie c'est une mise en scène et que les acteurs ou les personnes font telle ou telle chose parce que à la caméra ça ou ça ressort bien, c'est pas parce que ça leur donne du plaisir. Et ça, je pense que c'est vraiment important, y compris d'aller contre la culpabilisation, parce que l'espèce de culture de culpabilisation du désir sexuel, notamment du désir des femmes, parce qu'encore le désir des hommes, ça peut être accepté, mais le désir des jeunes filles, c'est très compliqué, ça amène concrètement à des choses comme des jeunes filles dans des zones rurales ou dans des petites villes, ou dans des banlieues, qui vont pas à la pharmacie du coin acheter un test de grossesse, ou acheter un moyen de contraception, ou acheter ce qui pourrait leur permettre d'avoir une vie sexuelle épanouie, en toute sérénité tout simplement. Donc je pense que effectivement ce travail global de déculpabilisation, notamment du désir féminin, il est important à mener, y compris pour les jeunes. C'est déjà une obligation, normalement les adolescents devraient avoir des cours d'éducation à la sexualité. Normalement, ce que j'évoquais tout à l'heure, il est censé, théoriquement dans la loi, il y a 3 séances par an. Actuellement, elles sont pas faites, elles sont très hétérogènes. Donc c'est ça sur quoi on est en train de travailler avec Jean-Michel Blanquer. Il n'y a pas de décision qui soit prise à ce stade. À ce stade, on en est vraiment à l'évaluation de ce qui est en train d'être fait. Alors pour reboucler avec cette envie et nécessité de faire les choses, je sais qu'il y a énormément de jeunes profs qui nous regardent. Est-ce que vous avez un conseil pour toutes les mademoiselles, et ça inclut les hommes, qui sont dans l'éducation nationale, qui sont sensibilisés à ces questions et qui n'ont pas forcément peut-être les outils ou effectivement les programmes ou la dotation horaire qui va avec. Est-ce que vous avez des conseils pour tous ces gens qui sans doute veulent très bien faire et n'ont pas forcément pour l'instant les moyens? Alors des conseils dans l'absolu aux enseignants, je m'en garderai bien parce que je suis pas enseignante et comme justement je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis d'une famille de l'éducation nationale. Moi j'ai toujours entendu ma mère dire je vais pas dire au boulanger comment il doit faire cuire sa baguette, donc je ne supporte pas les parents qui viennent me dire comment je dois utiliser telle ou telle méthode pédagogique. Donc moi j'étais imbibée là-dedans, donc je ne dis jamais aux profs ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils doivent enseigner. Mais sur ce sujet particulièrement, je pense qu'il y a un certain nombre de documents pédagogiques qui sont à leur disposition. C'est important de faire intervenir des associations qui ont des IMS, des agréments IMS, des agréments d'intervention en milieu scolaire, et qui sont formés pour ça, et ils et elles doivent pouvoir en trouver au niveau du rectorat. Mais après, moi je me garderais bien de donner des conseils en tant que tels aux enseignants. En octobre, avec l'affaire Weinstein, on a libéré, alors vous le dites, l'écoute de la parole des femmes plutôt que la parole des femmes, puisqu'elles se sont beaucoup exprimées, souvent, pour dénoncer les agressions sexuelles, mais ça n'est que depuis cette fameuse affaire Weinstein qu'on semble les écouter, les entendre en tout cas. Et je voulais vous demander, vous, depuis votre position au gouvernement, qu'est-ce que cette affaire a changé ? Beaucoup de choses. En fait, jusqu'à présent, la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, c'était un sujet vraiment tabou. Moi, quand j'ai sorti mon livre sur la culture du viol, aucun éditeur n'en voulait. J'ai mis 2-3 ans à réussir à le faire publier. Et quand les éditions Globe ont accepté de sortir mon livre sur la culture du viol, les libraires, les représentants des libraires et les libraires nous ont dit on est gênés parce que le mot viol, c'est pas feel good, donc on n'est pas sûr que ça va bien se vendre, etc. C'est vrai que le viol, c'est peu feel good. Voilà, c'est pas feel good, effectivement, je le confirme, mais c'est quelque chose que j'avais déjà entendu quand j'étais directrice éditoriale dans une agence de presse pendant quelques années. J'avais déjà essayé de faire des articles sur le viol ou les violences sexuelles, et nos clients nous avaient toujours dit ça marchera pas, les gens n'ont pas, c'est anxiogène, les gens n'ont pas envie d'avoir des informations sur ces sujets, etc. Alors que moi, je voyais bien, quand on voit le chemin, enfin je pense que vous voyez aussi sur Mademoiselle, vous voyez comment les gens arrivent sur votre site, on voit ce qu'ils ont tapé, on voit ce qu'ils cherchent, on voit ce qui les intéresse, on voit combien de temps les internautes passent sur tel ou tel article. Et moi, je voyais bien que c'était des sujets qui les intéressaient. Quand j'avais fait un article « Comment accoucher après un viol », il y a énormément de femmes qui l'ont lu, qui l'ont relayé, etc.
Et donc j'ai essayé de publier ça en voyant que c'était un sujet vraiment difficile à aborder. Et là, depuis l'affaire Weinstein et MeToo, c'est d'abord, pour moi, c'est une grande satisfaction de voir que enfin, du coup, ça devient une évidence que ce phénomène existe et qu'il faut lutter contre. Ensuite, peut-être à titre personnel, forcément, j'ai un peu le sentiment que enfin, c'est comme si je faisais quelque chose et que personne ne voit ce qu'on est en train de faire. Pas moi personnellement, mais les associations, c'est la même chose. Quand je vois des associations comme Collectif Féministe contre le viol, qui depuis des années, voire je crois même des dizaines d'années, travaillent sur ce sujet, et enfin, les projecteurs se braquent, on leur dit « Ah bon, mais qu'est-ce que vous faites? Expliquez-nous, etc. » Il y a aussi peut-être une forme de satisfaction et puis une forme de reconnaissance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois, on a l'impression que les sujets d'égalité femmes-hommes en termes de politique publique ne sont pas des domaines d'expertise. On le voit aussi dans l'entreprise. Quand il s'agit de faire une stratégie d'égalité professionnelle, moi, ça m'est arrivé d'en faire dans ma vie professionnelle pour des entreprises. Et bah, souvent, on a l'impression que c'est quelque chose d'un peu accessoire, de pas... qui ne nécessite pas beaucoup d'investissement, pas beaucoup de temps, pas beaucoup de mobilisation en interne, l'égalité professionnelle. Donc là, on a l'impression qu'enfin, la société prend la mesure de l'importance de ce sujet et comprend qu'en fait, il y a vraiment un sujet, qu'il y a un domaine de politique publique et que c'est pas juste un ministère des femmes ou qu'on n'a pas juste mis quelqu'un là parce qu'il fallait quelqu'un pour les femmes. C'est pas ça, c'est pas l'objet, c'est autre chose, les politiques publiques d'égalité femmes-hommes. Et ça, j'ai l'impression qu'enfin, on s'en aperçoit en ce qui me concerne, mais aussi en ce qui concerne des associations ou des experts qui sont engagés sur ces sujets. Ce coup de projecteur qu'on a actuellement sur tout ce qui est actualité féministe, comme je les appelle, c'est à la fois les violences conjugales, mais tout type de violence contre les femmes, les sujets égalité, inégalité. Est-ce que c'est plutôt un boost ou quelque chose qui parasite parce que du coup, vous allez passer plus de temps dans la communication? Justement, les deux, parce que, c'est un boost parce que ça veut dire qu'il y a une attente, et moi, je suis ravie qu'il y ait une attente, et je partage complètement l'attente de toutes les femmes et de beaucoup d'hommes aussi, et même parfois l'impatience à vouloir que ça change plus vite. Ça, je le partage complètement. Et que enfin, ça devienne un sujet. Ça fait des années qu'on n'a pas eu aux 20h de France 2, dans les matinales, des sujets sur l'égalité femmes-hommes. Et là, ça fait des mois qu'il ne se passe pas une semaine sans qu'on parle de sujets d'égalité femmes-hommes dans tous les médias. Et donc, il y a une prise de conscience. Moi, j'ai vu des gens que je connaissais il y a des années qui sont venus me voir il n'y a pas longtemps en me disant... On a compris ce que tu faisais, on a compris l'utilité de ce que tu faisais. Ou des hommes qui sont venus nous voir et qui nous ont dit « Mais c'est terrible tout ce que doivent endurer les femmes, supporter les femmes. » On disait « Bah oui, mais ça fait longtemps qu'on essaye de vous le dire. » Effectivement, à propos de ces sujets sur lesquels on voit une progression, je pense au traitement médiatique des violences conjugales, où vraiment... Là, elle est petite, la progression. Très récemment, c'était normal de parler de drames romantiques, de crimes passionnels, et là, on l'a vu avec l'affaire Daval, de qualifier un meurtre d'accident, ça ne passait pas, ou c'est pas bien passé. Et en fait, vous vous retrouvez un peu entre deux à devoir... alors, garder la réserve ministérielle de ne pas commenter une affaire judiciaire en cours, et en même temps, en fait, ça fait partie de vos prérogatives de mais complètement. Lutter moi, contre... j'ai été frappée de deux réactions là-dedans. Un, d'entendre des gens dire... Enfin, moi, comme vous le savez, puisque vous avez lu mes livres, je m'attache beaucoup à la sémantique. Et je regarde quels mots sont utilisés et à quel champ lexical ils appartiennent. Et moi, j'étais frappée de voir que les gens qui n'étaient pas d'accord avec ma prise de position n'argumentaient pas sur le fond, mais beaucoup d'hommes installés, etc., notamment, disaient dans les médias « il faut qu'elle se taise, j'appelle à ce qu'elle se taise, il faut se taire, il faut qu'elle apprenne à se taire ». Donc on a le champ lexical du silence. Et je trouve ça paradoxal, au même moment on célèbre l'ouverture de la libération de la parole des femmes, et en même temps on me demande de me taire. Et j'ai rarement entendu dire à un ministre homme ou à un responsable politique homme « il faut qu'il se taise de manière aussi péremptoire et permanente », comme si le sujet c'était « est-ce que je dois me taire ou pas me taire ?» Mais comme j'ai déjà dit, moi je vais pas me taire parce que monsieur un tel ou un tel sur un plateau télé vient commenter le commentaire du commentaire en disant que je devrais me taire. C'est absolument pas le sujet. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, moi, si je n'avais pas réagi, on m'en aurait voulu, et à juste titre. Et je suis la seule qui se soit insurgée de façon audible là-dessus. Mais moi, je ne pouvais pas continuer à entendre dans les médias minimiser à ce point les violences. Pourquoi ? Et je l'ai expliqué récemment. Je ne prends pas la parole sur tous les sujets, contrairement à ce qui est dit parfois. Il y a des procès, il y a des affaires en ce moment qui sont terribles, qui me soulèvent le cœur quand j'en entends parler, quand je les lis comme tout le monde, qui concernent des femmes, des petites filles... Vraiment des choses qui me meurtrissent. Je n'en parle pas parce que ça n'a pas d'intérêt pour mon action publique que de parler de ces affaires. En revanche,
Là, moi, la question que je me pose, c'est quel est l'impact sur Cynthia, 17 ans, qui habite à Marigny-l'Aillé en Sarthe et qui vit avec un compagnon qui a 20 ans et qui la tabasse et qui lui dit tous les jours « Ouais, mais tu vaux pas mieux que ça, tu l'as cherché, c'est toi, tu m'as poussé à bout, etc. » Tous les jours, j'en vois des gens comme ça. J'en voyais déjà dans ma permanence d'élu local, j'en voyais quand j'étais présidente d'un réseau de femmes, j'en vois encore maintenant. C'est les lettres que je reçois. Je reçois des centaines de lettres chaque semaine avec des femmes qui font des lettres de 2, 3, 10 pages où elles racontent ce qu'elles vivent et où souvent, elles intériorisent le fait qu'elles pourraient être responsables. 2 jours avant, j'étais à Montparnasse et je m'interpose avec quelqu'un dans une bagarre entre guillemets, un jeune homme qui tire par les cheveux dans la rue une jeune fille. Et on s'interpose et on me dit « Mais enfin, monsieur, on ne traite pas les gens comme ça, etc. » Et là, je me suis dit « Laissez-le, le pauvre, c'est parce que je l'ai énervé. » Et là, je me dis « Mon Dieu, mais on en est à ce stade, on en est au stade où quand une jeune femme se fait traîner par les cheveux dans la rue par un homme, elle considère qu'elle l'a peut-être mérité. » Donc moi, je me dis, en entendant tout ce déferlement médiatique de reprise d'un argumentaire de défense sans guillemets, sans rien, dans les médias, j'ai pas commenté une plaidoirie, j'ai pas commenté une décision de justice, je suis intervenue dans un traitement médiatique. Quand j'entends ça, je me dis, je ne peux pas laisser dire ça pour toutes les femmes qui sont en train d'entendre ça, qui peut-être étaient sur le point de partir ou peut-être étaient sur le point d'avoir une prise de conscience, mais qui en fait vont intérioriser ce que j'appelle le victim blaming, et c'est-à-dire se dire, au fond, peut-être que je mérite d'être tabassée par mon mari, et ça amène à ce qu'une fois, tous les 3 jours, de façon très régulière, en France, il y a une femme qui en meurt. Je vous écoute et c'est vrai que je me rends compte à quel point on a du chemin à faire sur les violences conjugales pour que les femmes se rendent compte qu'effectivement une personnalité écrasante ne justifie pas de prendre des coups, encore moins d'être étranglée. Et en revanche, sur un autre sujet, on a fait ce chemin, je pense au harcèlement de rue, où effectivement, on était extrêmement nombreuses à trouver ça normal, à avoir 1 milliard de stratégies de diversion pour vivre avec, et que depuis 2012, la fameuse vidéo en caméra cachée de Sophia Peter, c'est à force de le répéter, à force de témoigner, de venir raconter, décrypter, ça y est, ça ne passe plus. Et d'ailleurs, cette année, vous avez proposé de déposer une loi pour lutter contre le harcèlement de rue. Et alors moi j'étais surprise, mais des associations féministes sont contre cette loi. Oui. Est-ce que ça vous a surpris aussi ? C'est la vie politique. Sur le harcèlement de rue, oui, je crois qu'encore une fois, ça nous montre la force du nombre. Et moi je crois que pourquoi l'affaire Weinstein est devenue MeToo et a réussi de façon mondiale à mobiliser, c'est grâce au nombre. C'est parce qu'en même temps, des millions, des centaines de milliers de femmes sur les réseaux sociaux ont témoigné d'une expérience commune. Et sur le harcèlement de rue, c'est la même chose. On a réussi, collectivement pas moi, les femmes ont réussi à alerter sur le harcèlement de rue parce que très nombreuses, elles se sont mises à en parler, à témoigner, à faire des vidéos, à témoigner sur les réseaux sociaux, etc. Donc je pense que c'est ça qui a permis vraiment la prise de conscience. Sur le sujet que vous évoquez, moi je crois qu'on est dans la vie politique, on a souvent parlé de nouveau monde, etc. Je crois qu'une partie d'entre nous cherchons effectivement à transformer le monde politique. Je crois qu'il y a des gens qui ont tout à fait encore les codes de l'ancien monde, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets, ancien monde, mais en tout cas qui ont des codes de vieille politique, et à partir du moment où un gouvernement avec lequel on n'est pas d'accord politiquement va proposer quelque chose, eh bien on s'y oppose. Donc moi j'ai été assez surprise d'entendre des gens dire c'est raciste de verbaliser le harcèlement de rue. Parce que c'est ça effectivement ce que les associations il y avait 2 arguments. Un, de dire c'est raciste. Alors je vois pas en quoi c'est raciste. L'idée, ce qui serait raciste, ce qui est raciste c'est quoi ? C'est traiter différemment des gens par rapport à d'autres gens en fonction de leur couleur de peau. Par exemple, si on disait toutes les personnes qui ont la peau noire seront verbalisées, les personnes qui ont la peau blanche seront laissées tranquilles. Si on disait ça dans la loi, ce serait raciste et innommable et anticonstitutionnel et abject et tout ce qu'on veut. C'est pas du tout ça ce qu'on propose. Ce qu'on propose, c'est de verbaliser le harcèlement de rue, quel que soit l'auteur du harcèlement de rue, quelle que soit sa couleur de peau, quel que soit l'endroit où il vit. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on nous disait que l'expression de rue allait stigmatiser les populations qui vivaient dans la rue. Un certain nombre de sociologues nous ont dit ça. Je partage pas ce point de vue, mais moi j'aurais dit, j'ai pas de religion sur le terme harcèlement de rue, ça peut être le terme du langage courant, et on peut avoir un terme juridique qui soit autre. Donc, on a proposé avec la garde des Sceaux le terme d'outrage sexiste, qui apparemment fait moins débat, donc on va proposer de verbaliser l'outrage sexiste, ce qui sera la qualification juridique du harcèlement de rue. Du coup, l'outrage sexiste peut arriver ailleurs que dans la rue. Dans l'espace public, donc là justement on est en train de travailler sur la définition de la loi. L'idée a priori ce serait que ce soit dans l'espace public, donc dans la rue, sans doute dans les transports, en tout cas aux abords des transports en commun de façon certaine, parce qu'on sait que les abords des gares, des stations de
tram, métro, RER, etc., sont aussi des zones à risque. Vous racontez une anecdote dans Où sont les violeurs qui m'a retourné le cerveau et qui parle de harcèlement de rue, d'une expérience que vous avez vécue rue du Bac, je crois. Oui. En fait, à chaque fois, depuis l'affaire Weinstein, souvent des journalistes m'ont demandé de raconter, moi, des viols ou des agressions sexuelles ou du harcèlement de rue dont j'aurais été victime. J'ai toujours refusé de raconter des choses dans les médias, d'abord parce que je veux pas déporter le sujet c'est pas moi. Ensuite parce que je suis frappée que, encore une fois, il y a un traitement différenciant. Quand vous luttez pour la protection de la planète, on vous demande pas, mais vous personnellement, est-ce qu'un jour il y a eu un problème d'engrais dans votre jardin, etc. Il n'y a que à nous qu'on pose ce genre de questions. Et donc, le but, c'est quoi? Ou c'est qu'on réponde « oui, j'ai été violée »,« oui, j'ai été agressée », et on va nous dire qu'on cherche des revanches personnelles, qu'on cherche je ne sais quoi. Ou on va dire non, et on va nous disqualifier, comme si on n'était pas qualifié pour porter des politiques publiques d'égalité femmes-hommes, à raison qu'on n'aurait pas été violé soi. Donc j'ai refusé de répondre à ça, mais dans mon livre « La culture du viol », qui est sorti en poche, en fait, sous le titre « La culture du viol », je raconte 2-3 anecdotes, et je raconte uniquement celles qui me sont arrivées pendant que j'écrivais le livre. Parce que je me donne ce timing. Et il y en a une que je raconte effectivement qui est assez saisissante parce que c'est pas la pire des choses que j'ai vécues, mais elle est assez ironique. Je sors du métro rue du Bac pour aller travailler, donc dans le 7e arrondissement. Et je travaille à l'époque au ministère des droits des femmes. Et je me rends sur mon lieu de travail, et là donc je sors du métro et je m'aperçois qu'en fait il y a quelqu'un qui me suit. Donc j'avance, au début je me dis bon peut-être que je suis parano, peut-être qu'il me suit pas, etc. J'avance, je me retourne, il me suit encore. Il commence à me dire des trucs, me menacer, etc. Je marche plus vite, le mec marche plus vite. Je commence à accélérer en me retournant en disant bon ça suffit, le mec s'en fout, continue à me menacer. Et je me dis bon j'arrive bientôt au travail, je vais être protégée. Un peu comme une pensée magique, comme quand vous vous dites en gros chat perché, là il peut rien m'arriver. Donc je fais le code, et à l'époque c'était au fond d'une espèce d'impasse. Je fais le code, je pousse, je rentre dans l'impasse, et là le mec me suit dans l'impasse. Et là je regarde autour de moi, je vois que je suis toute seule, et le mec hyper explicite me colle, me menace en me disant voilà, un truc. C'est la première pensée qui m'a traversé l'esprit à ce moment-là, c'est de me dire il peut rien m'arriver ici, et c'est scandaleux de me suivre ici. Et je commence à engueuler le type en lui disant mais vous savez pas lire, vous avez pas vu la plaque, on est au ministère des droits des femmes, vous avez pas le droit de m'agresser au ministère des droits des femmes. Et vraiment en sortant de mes gonds, et c'est comme ça que j'ai réussi à le faire partir, parce que je me suis mise à crier, donc le mec a eu peur, il y a des gens qui sont arrivés, il est parti. Mais je me suis dit en gros 2 choses. Ça veut dire qu'on est nulle part, on est à l'abri. Quand moi j'entends c'est dans certains quartiers, etc. Là c'est le 7e arrondissement de Paris, donc on n'est pas à l'abri. Et deuxième chose, effectivement, cette espèce d'intériorisation qu'on a aussi nous les femmes, même quand on est très engagé sur ces sujets, même quand c'est notre travail quotidien, on intériorise un certain nombre de réactions par rapport qui nous font faire face à ce type d'agression ou de harcèlement. Vous combattez, vous êtes engagé sur ce sujet, notamment parce que c'est, j'ai envie de dire, c'est la base de la sécurité pour les femmes dans l'espace public, oui. Et qu'on peut pas arriver derrière sereinement au travail quand on a vécu ça. Ça, c'est ce que j'ai toujours dit. En fait, moi, j'ai toujours été frappée de voir qu'on traitait les sujets en silo. C'est-à-dire que d'un côté, on traite les politiques publiques d'égalité professionnelle, égalité salariale, entrepreneuriat des femmes, empowerment, quotas, etc., vie publique. Et d'un autre côté, les violences sexistes et sexuelles. Et de la même manière que quand j'ai créé Maman Travail, c'était pour traiter ensemble les sujets maternité et vie familiale, vie intime et les sujets vie professionnelle, moi, ma conviction là, c'est que ces sujets, ils sont liés entre eux. Par deux biais. Le premier, c'est que souvent la clé d'émancipation des femmes, c'est l'autonomie financière. Moi, j'étais frappée d'entendre énormément de femmes me dire, en gros, mon choix, c'est ou être SDF ou continuer à me faire taper dessus par mon compagnon. Parce qu'elles n'ont pas d'autonomie financière. Donc je pense que plus on favorise l'autonomie financière des femmes, plus on lutte contre les violences, notamment conjugales, mais pas seulement. Et inversement, je pense qu'on ne peut pas passer 40 minutes à faire des trajets comme celui que je viens de vous décrire, mais il y a mille autres anecdotes qu'ont plein de femmes, y compris moi, faire des trajets dans lesquels on tremble pour notre intégrité et arriver sur notre lieu de travail. Et au moment où on est sur notre lieu de travail, alors qu'on vient de passer 40 minutes à raser les murs, à regarder nos pieds, à surveiller derrière, etc., arriver sur notre lieu de travail et se redresser en mode conquérante, voilà, femme de pouvoir, de carrière, et aller négocier son augmentation de façon très claire, en ayant confiance en soi. Je pense qu'il y a une question de posture, et je pense qu'on a beau jeu de dire aux femmes il faut percer le plafond de verre, halte à l'autocensure, etc. D'où elle vient cette autocensure? Elle vient beaucoup du fait que dans l'espace public, on doit se faire discrète, petite, on essaye de ne pas faire de bruit, de ne pas attirer l'attention sur soi pour justement protéger son intégrité physique. À propos de sujets qui sont à décloisonner, on va dire, vous avez publié récemment un autre essai sur la laïcité.
Et je voulais vous demander quel est le rapport entre la laïcité et les droits des femmes. Alors, à mon sens, il y a un rapport général et un rapport particulier. Le rapport général, c'est que je crois que la liberté de conscience, c'est ce qui garantit l'émancipation du genre humain, tout simplement. C'est-à-dire le droit de croire ou de ne pas croire, mais aussi le droit de changer de religion, de ne pas être assigné à une appartenance religieuse, à une communauté, de pouvoir épouser qui on veut, y compris quelqu'un d'une autre religion, de pouvoir ne pas avoir de religion, de pouvoir ignorer les religions des autres. Vous et moi, on est en train de parler, vous ne savez pas si j'ai une religion et laquelle, je ne sais pas si vous avez une religion et laquelle, et aucune de nous n'a à le savoir dans le cadre de la sphère publique, si ce n'est pas un souhait de l'une ou de l'autre. Donc je pense que c'est important de rappeler qu'en République française, on n'est pas assigné à une appartenance communautaire, mais qu'on est citoyen français, citoyenne française, sans avoir besoin de déclarer sa religion. On n'est pas citoyen de telle religion ou de telle autre. Et ensuite, en ce qui concerne les femmes plus particulièrement, il suffit d'observer les atteintes aux droits des femmes partout dans le monde. Il y en a qui sont faites au nom de l'obscurantisme ou de la tradition ou de religion dévoyée. Je pense notamment à l'excision, qui n'est pas toujours faite au nom de la religion, mais qui peut l'être aussi en étant justifiée par des traditions religieuses, alors que, à ma connaissance, il n'y a pas de religion qui force à l'excision, mais souvent c'est comme ça que c'est présenté. Donc on a ça d'un côté, et de l'autre côté, peut-être plus près de nous, les atteintes au droit à l'avortement, qui parfois sont faites au nom de religions qui sont dévoyées politiquement et qui sont instrumentalisées pour attenter au droit des femmes à disposer de leur corps, donc à avoir une contraception ou un accès à l'avortement. Est-ce que les religions sont sexistes, fondamentalement ? C'est difficile de dire les religions de façon générale, mais moi j'ai fait un colloque sur l'anniversaire de la loi de 1905 au ministère et il y avait une intervenante qui s'appelle Anne Soupa, qui est une responsable catholique qui a créé le comité de la jupe et qui débattait. Et dans une autre table ronde, il y avait Delphine Orviller, qui est une éminente femme rabbin qui étudie aussi beaucoup cela. Et toutes les deux nous disaient qu'il y a un sujet évident de la place des femmes dans les religions et qu'un certain discours religieux qui est véhiculé peut effectivement avoir une portée sexiste. Mais je pense que ça concerne vraiment beaucoup les radicaux et c'est une interprétation de texte. Et ça, Delphine Orviller insistait beaucoup là-dessus en disant, en gros, les textes, on leur fait dire ce qu'ils veulent. Moi, j'ai assisté à une conférence très intéressante d'une association qui s'appelle Bet Haverim, qui était une conférence sur les liens entre le lesbianisme et la Torah. Et c'était vraiment passionnant parce qu'en gros, vous aviez des experts, des rabbins et des femmes rabbins et des experts et des expertes qui étudiaient les textes et qui chacun interprétait les textes pour dire est-ce que les rapports amoureux et sexuels entre deux femmes sont autorisés ou pas dans la Torah. Et c'est passionnant parce que chacun avait son interprétation. Et globalement, généralement, ce qui en est ressorti, c'est qu'a priori, il est permis, il n'est pas interdit pour deux femmes de s'aimer dans la Torah, et une femme rabbin orthodoxe nous disait si c'est pas interdit, c'est que c'est permis. Donc je trouvais ça assez encourageant. Mais elle parle pour elle, hein, je ne suis pas sa porte-parole. Alors pour en revenir à la façon dont la laïcité est comprise et mise en place, j'ai envie de dire, en France, c'est quoi votre définition de la laïcité ? Pour moi, c'est la loi de 1905, et toute la loi de 1905, rien que la loi de 1905, donc tout ce qui était porté par notamment Aristide Briand à l'époque, qu'on résume souvent aux articles premiers de la loi, mais qui sont un bon préalable, c'est d'abord la séparation des églises et de l'État, et c'est ensuite la liberté de croire ou de ne pas croire, sans être inquiété pour cela. C'est-à-dire vous voulez être athée, n'avoir aucune religion, ne pas vous reconnaître dedans, critiquer des religions, vous avez le droit de le faire. Vous voulez être religieux, vous voulez aller à la messe, vous voulez avoir une mezouza, un tapis de prière, vous faire baptiser, changer de religion, vous avez le droit de le faire au nom de la liberté de conscience. Mais alors la crispation, elle arrive plutôt dans la société pas trop sur les cultes qu'on observe ou pas, mais plutôt sur ce qu'on porte ou pas. Et c'est quoi la frontière pour vous entre la laïcité républicaine et une forme de paternalisme républicain où on explique aux femmes ce qu'elles peuvent ou pas porter ? Moi, je pense que le débat, il est souvent crispé. Je pense que vous voulez parler du voile. Oui. Je pense que le débat est crispé. Il y a plusieurs sujets et qui sont tous souvent instrumentalisés. D'abord, il y a les lois de la République. Qu'est-ce qu'elles disent ? Elles disent qu'on ne peut pas sortir le visage couvert. Donc tout ce qui est vêtements religieux qui couvrent le visage n'est pas permis parce que ça peut créer un trouble à l'ordre public. Donc c'est pas une question religieuse, c'est une question de trouble à l'ordre public. Ensuite, vous avez la question du voile. Moi, je crois pas qu'il faille interdire le voile en France et je crois que personne ne demande cela. Je pense que c'est vraiment la liberté de conscience de chaque personne et de chaque individu. Moi, je suis farouchement pour la défense des femmes qui ont fait le choix éclairé de porter le voile, de ne pas être discriminées ou inquiétées pour cela, mais je pense aussi à toutes les femmes qui, dans le monde, veulent faire le choix de ne pas
porter le voile, elles, et qui ne le peuvent pas parce que souvent, dans des pays, elles risquent la mort pour cela. Et je pense qu'on doit vraiment soutenir leur combat. Et je pense que la France a un message à envoyer à tous ces pays. Si on est pour le choix, on est pour le choix de toutes, partout, et un choix éclairé, pas un choix qui soit le fruit de menaces ou de pressions diverses et variées. En théorie, c'est très simple, c'est une question de liberté et de respecter la liberté des autres. Pourquoi en pratique ce débat est aussi tendu ? On n'est quand même pas un pays très pieux. Moi, je pense qu'on peut le détendre, ce débat. Vous savez, quand j'ai été nommée, juste avant l'été, tous les journalistes m'interrogeaient sur le burkini. Ils voulaient tous connaître ma position sur le burkini et ils me promettaient tous des drames pendant tout l'été autour du burkini en me disant « Vous allez voir, ça va être terrible. De toute façon, vous ne voulez pas en parler maintenant, mais vous serez obligés d'en parler cet été, etc. » Mais l'été s'est passé et il ne s'est rien passé sur le burkini. Donc moi, je crois que quand on décide de faire d'un sujet un sujet politique et un sujet de clivage, on le fait. Quand on décide de ne pas le faire, on ne le fait pas. Et je pense que combattre la radicalisation, puisque c'est ça qu'il y a derrière. Derrière, il y a une crispation parce que contexte d'attentats terroristes, de radicalisation, etc. Je pense que ça ne se fait pas comme ça. Moi, j'écoute beaucoup ce que dit Raphaël Enthoven, le philosophe qui a préfacé mon livre sur la culture du viol dans son édition poche, sur le burkini. Il a une position que je trouve intéressante. Il dit « Moi, personnellement, je suis opposée au burkini. » C'est lui qui parle. Moi, personnellement, je suis opposée au burkini, mais je suis contre l'interdiction du burkini parce que je suis contre le burkini. Et je pense que je dois avoir le droit en France de débattre et de convaincre les autres en parlant avec des idées. Et je crois que si on l'interdit, eh bien, on crée une crispation et du coup, les gens qui veulent instrumentaliser le burkini réussissent à avoir une accroche, en fait, quelque chose sur lequel s'accrocher. Donc je pense que l'idée, c'est vraiment d'apaiser le débat là-dessus. On n'est pas obligé de monter les choses. On peut avoir une position républicaine claire. Je crois que je la développe dans Laïcité Point de façon extrêmement claire et sans ambiguïté. On peut avoir une position républicaine sans chercher les clivages, sans chercher l'affrontement et sans mettre de l'huile sur le feu. Et on a le droit de ne pas être d'accord avec des idées, de les exprimer. Et c'est un autre point que je vous ai entendu défendre récemment, de dire que, notamment sur des sujets, des controverses, on va dire, ou des débats féministes, on a le droit de ne pas être d'accord entre nous. Mais oui, moi j'étais frappée parce qu'au moment des tribunes et puis d'autres choses, on faisait venir, mais moi franchement j'étais atterrée. Il y a des débats dans lesquels on a fait venir des femmes avec des sous-titres « La guerre des femmes »,« La guerre des tribunes », et on était à deux doigts du combat debout, genre « Allez-y, affrontez-vous mesdames », etc. Les hommes publics ne sont pas d'accord entre eux sur beaucoup de sujets majeurs, que ce soit l'économie, que ce soit l'emploi, que ce soit l'écologie, d'autres sujets. Depuis des années, il y a des débats entre hommes publics et c'est rarissime qu'on dise c'est la guerre, ils se battent, etc. Dès que deux femmes sont en désaccord politiquement, on va nous dire elles se crêpent le chignon, c'est la guerre des femmes, c'est un combat, etc. Donc on n'est pas obligé d'être d'accord. Le mouvement féministe, d'abord toutes les femmes ne sont pas féministes. Ensuite, dans le mouvement féministe, c'est un mouvement qui n'a jamais été monolithique, il a toujours été traversé par des courants, par des débats, etc. Et je pense que c'est plutôt sain d'avoir des approches différentes les unes les autres, et c'est du débat d'idées qu'on peut chacune évoluer sur nos positions et puis avoir un débat. Mais je vois pas pourquoi, au nom de quoi, parce que nous sommes des femmes, nous devrions nous envoyer des fleurs et des chocolats, alors que les hommes entre eux, quand ils débattent, ne font pas montre d'une tendresse plus grande. Je me rends compte que je vous ai pas demandé quand est-ce que vous vous êtes reconnue féministe, personnellement. Je ne sais pas en fait, mais je pense que quand j'ai créé Maman Travail, je ne disais pas au début que c'était un réseau féministe parce que évidemment comme maintenant, mais encore plus à l'époque, c'était un mot qui était clivant et moi je voulais vraiment faire, mon idée c'était faire un cheval de Troie, c'est-à-dire sous couvert d'un truc mignon, glamour, sympathique sur les mamans, voilà, propager des idées révolutionnaires sur l'égalité femmes-hommes et la place de chacun dans la société. Ça a plutôt bien marché, la stratégie du cheval de Troie. Mais moi, petit à petit, en lisant, en fait, je pense que c'est dans des lectures, dans des échanges, en lisant King Kong Theory de Virginie Despentes, en lisant d'autres livres. J'avais lu Émilie et Émilie, l'ambition féminine au XVIIIe siècle d'Elisabeth Badinter, qui traduit beaucoup aussi ce clivage entre le foyer, la maternité d'un côté, et l'espace public, le pouvoir de l'autre. Donc je pense que c'est petit à petit en échangeant sur ces sujets. Oui, c'est le moment où vous vous rendez compte que vous ne voulez pas choisir entre l'un ou l'autre, que Exactement. La seule façon de concilier les deux, c'est le féminisme. Voilà, c'est ça. Et puis rappeler aussi que le féminisme, c'est juste l'égalité femmes-hommes et que les féministes, ça n'existe pas. Moi, je suis frappée aussi dans des interviews, à chaque fois quelqu'un me dit « les féministes ont dit que, les féministes pensent que », je commence toujours par dire « ok, quel féministe ? Donnez-moi un nom, qui dans les féministes ?» Et très souvent,
les journalistes n'en ont pas la moindre idée. Ils me disent « Ah bah c'est ce que j'ai entendu, ok, donnez-moi 3 noms, d'où elles viennent ?» Et au nom de quoi, elles, telle ou telle, sont porte-parole de les féministes. Mais même moi, je ne représente pas les féministes. Alors, ce que vous représentez, c'est le secrétariat d'État en charge de l'égalité Voilà. Entre les femmes et les hommes. Et je voudrais qu'on fasse un point sur vos projets à venir. Donc, en ce moment, vous faites un tour de France de l'égalité. Oui. En quoi ça consiste ? Alors l'idée, c'est qu'on a lancé en octobre, avec le Premier ministre Édouard Philippe, un tour de France de l'égalité femmes-hommes. Il y a 2 buts. Le premier, c'est d'aller voir ce qui se passe partout en France, dans les territoires, pour voir comment on peut améliorer les choses en tenant compte de la spécificité de chaque territoire. Et si je peux faire une parenthèse là-dessus qui rejoint le sujet précédent, pour vous raconter une brève anecdote qui montre à quel point notre société peut être parfois crispée sur les sujets de voile, de laïcité qu'on évoquait tout à l'heure. Quand je venais d'être nommée, je vais à l'Assemblée Générale, je sais où je vais en venir, ne soyez pas inquiètes, je vais à l'Assemblée Générale du CIDFF, du Centre d'information des droits des femmes et des familles, et là je déroule mon projet et je leur dis, voilà, il faut qu'on s'adapte à ce qui se fait dans chaque territoire. Par exemple, quand vous êtes une agricultrice en Sarthe, le département où je suis élue, et que vous êtes éloignée d'un endroit, d'un cabinet médical, etc., votre préoccupation, c'est par exemple congé maternité des agricultrices et déserts médicaux. Quand vous êtes une start-upeuse à Nantes, donc dans la même région, vous êtes dans une zone French Tech, et votre sujet, c'est comment on fait pour que les business angels puissent mettre de l'argent dans les startups dirigées par des femmes. Ce sont 2 problématiques totalement différentes. Et donc, j'explique que nos politiques publiques doivent s'adapter à la spécificité de chaque territoire. Ça donne un tweet qui est « Nos politiques publiques doivent s'adapter à la spécificité de chaque territoire ». Et là, je reçois dans la demi-journée peut-être des milliers de notifications Twitter de gens disant « Elle est soumise à l'islamisme radical, etc. » Et je ne comprenais pas pourquoi. Et on a fini par comprendre que le fait de dire spécificité et territoire dans le même mot, ça voulait dire qu'en gros, ils avaient compris que je voulais appliquer la charia dans les banlieues. Donc on en est à un niveau de crispation du débat public de part et d'autre qui est extrême, et c'est pour ça que je crois que c'est important d'avoir un discours serein et apaisé sur ces sujets. Donc je reboucle le début pour que ce soit pas mal interprété. Notre but numéro 1 du Tour de France de l'égalité femmes-hommes, adapter justement nos politiques publiques à la spécificité de chaque besoin sur chaque territoire, répondre à vraiment la volonté de chaque femme, première chose. Deuxième chose, repérer les bonnes pratiques pour pouvoir ensuite les généraliser au niveau national, parce que comme je suis originaire de Corse et élue de la Sarthe, je sais que tout ce qui est bien en France n'est pas forcément des choses qui sont décidées depuis Paris dans un bureau, donc je sais que partout en France il y a des choses extrêmement efficaces qui se font et qu'on doit pouvoir les repérer et les généraliser. Vous avez des exemples de territoires avec des spécificités et des choses que vous avez apprises au cours de ce Tour de France ? Sur les spécificités, ce que je viens d'expliquer, sur les différences par exemple Sarthe, donc zone village dans la Sarthe, donc zone rurale, et Nantes, métropole French Tech, même s'il y a French Tech comment, mais du coup la spécificité de chaque personne. Moi je suis originaire de Corse, donc forcément il y a une particularité, y compris culturelle en Corse. D'ailleurs quand vous regardez la carte des appels au 3919, le numéro d'urgence pour les femmes victimes de violences, vous voyez que la réalité, elle n'est pas la même dans toutes les régions. Il y a des régions dans lesquelles vous avez plus de violences, et c'est ce que nous disent aussi les rapports des préfets. Il y a des régions dans lesquelles la proportion de violences intrafamiliales, par exemple, est énorme, et des régions dans lesquelles elle est beaucoup moins élevée. Et il n'y a pas de corrélation, c'est-à-dire que vous n'avez pas une carte avec trait rouge, orange, vert. Vous avez une carte avec des points chauds. Et ça nous montre que c'est totalement culturel, et que ça dépend vraiment du climat qui existe, du taux de condamnation, du tissu associatif, de la prévention qui est faite, de la condamnation effective, etc. Donc il y a vraiment une différence, le territoire français n'est pas homogène là-dessus. Par exemple, est-ce que vous avez eu l'opportunité d'aller parler à des lycéennes ou des collégiennes même sur le sexisme qu'elles vivent aujourd'hui dans leurs établissements ? Oui, et j'étais frappée de voir que là, en revanche, il y a vraiment quelque chose d'uniforme, parce que je suis allée dans plusieurs lycées, en Ile-de-France avec Jean-Michel Blanquer, j'en parlais tout à l'heure, mais aussi, par exemple, je suis allée dans le lycée français de Londres, qui est plutôt un lycée, on peut dire fréquenté par des gens qui sont plutôt aisés économiquement, bien insérés socialement, etc. Et aussi dans des lycées, dans des banlieues, ou dans des zones plus rurales, ou dans des villes comme Dijon. Et partout, en ce qui concerne les lycéens et les lycéennes, le sujet majeur, quel que soit l'endroit, là il n'y a pas de question de spécificité, c'est le cyberharcèlement, le cybersexisme. Ça c'est vraiment le sujet qui remontait dans la quasi-totalité de nos ateliers du Tour de France de l'égalité chez les lycéens et les lycéennes. Moi je savais que c'était un sujet important, mais je n'avais pas mesuré à quel point c'était le premier sujet pour eux avant tous les autres sujets.
Alors, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a réalisé un rapport précisément sur le sujet des violences faites aux femmes, les violences en ligne, voilà, c'est leur expression. Et également, il parle du cybercontrôle, qui est pour le coup une pratique que j'ai un peu découverte, qui était le fait d'exercer un contrôle à distance sur sa partenaire en installant des logiciels espions, cherchant à espionner les messages et compagnie. Absolument. Et donc, le rapport formule une liste de recommandations que vous allez prendre en compte. Nous, on prend tout en compte. Le but justement de ce Tour de France de l'égalité femmes-hommes, c'est à la fois de prendre en compte les rapports d'experts qui sont très précieux sur ce sujet, parce qu'il y a un vrai travail fourni d'audition, etc. Mais aussi de dépasser ces rapports et d'aller écouter vraiment directement ce que disent les citoyennes et les citoyens. Il y a eu plus de 800 ateliers du Tour de France de l'égalité femmes-hommes, avec un nombre incroyable de personnes qui ont participé. Je crois qu'on est sur la centaine de milliers de personnes en France, donc c'est énorme en termes de remontée. On a des vidéos de compte rendu incroyables. Donc nous, on est en train de travailler là-dessus avec Mounir Majoubi, qui est secrétaire d'État chargé du numérique. On s'appelle très souvent et on est en train de finaliser ce que nous allons proposer en termes de politique publique, mais je crois qu'on a vraiment une marge de progression. Moi, j'étais au G7 égalité femmes-hommes, j'ai pu m'entretenir il y a quelques mois avec la conseillère de Donald Trump, et je lui ai dit on a besoin que les lois françaises s'appliquent en France. Et c'est pas parce qu'un hébergeur ou un réseau social est hébergé aux États-Unis ou ailleurs que la loi française ne doit pas s'appliquer. Et on a beaucoup échangé sur ce sujet de façon très constructive, et je crois qu'il faut qu'on mette maintenant les hébergeurs devant leurs responsabilités, parce que la police prend les plaintes très souvent sur ce sujet, mais ensuite ça n'est pas suivi des faits, parce que le temps que la condamnation ait lieu, eh bien, les phénomènes de cyberharcèlement perdurent, s'amplifient de façon parfois exponentielle, avec des dégâts considérables sur les personnes qui en sont victimes. Alors vous préparez une loi, un projet de loi contre les violences sexistes et sexuelles, c'est ça ? Oui. Quels sont ces objectifs ? Alors il y a 3 points principaux. Le premier, c'est donc un projet de loi qui sera présenté par le gouvernement au courant de l'année. A priori, on commencera à présenter la première version autour du 8 mars, normalement. Il y a 3 points principaux qui sont des engagements de campagne du président. 1, la création du délit d'outrage sexiste, donc la verbalisation du harcèlement de rue. 2, la création d'un seuil minimal de présomption de non-consentement pour les mineurs. Donc l'idée, c'est d'avoir un âge en dessous duquel on considère qu'un enfant n'a jamais pu être consentant à un rapport sexuel avec un adulte, ce qui n'existe pas actuellement dans le droit français en tant que tel. Il y a une majorité sexuelle, mais il n'y a pas de présomption. 3, l'idée, c'est d'allonger les délais de prescription pour les crimes sexuels commis sur mineurs. Pour 2 raisons. 1, les phénomènes de mémoire traumatique, qu'on connaît maintenant mais qu'on ignorait il y a quelques années, mais la recherche et la science ont pu les mettre à jour, donc on veut les prendre en compte. Et 2, le fait que parfois, il y a des gens qui ne sont pas armés pour judiciariser les crimes sexuels vécus enfants dès qu'ils deviennent majeurs. Quand vous avez été violé pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, ou même au demeurant une fois, mais de façon assez traumatisante, vous ne pouvez pas d'un coup à 18 ans avoir le temps, l'argent pour faire face à un procès, l'énergie pour aller judiciariser le crime sexuel. Donc on veut pouvoir donner le temps à ces personnes d'aller présenter devant la justice pour faire condamner les violeurs. Ça fait plus de 40 ans qu'on a des lois en France pour défendre les droits des femmes, pour l'égalité, et on en est toujours au point où on en est. Est-ce que vous avez d'autres leviers d'action à votre disposition que la loi ? Il y en a beaucoup. D'abord, effectivement, je suis tout à fait d'accord, et c'est pour ça que la ligne du président de la République, c'était de dire la loi a changé, maintenant c'est la vie qui doit changer. Parce que la loi, elle a changé. Je pense qu'il y a plusieurs écueils. J'étais tout à l'heure avec le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy, et un certain nombre d'experts des politiques publiques, et on faisait ce constat de dire que, par exemple, pour l'égalité professionnelle, ça fait 30 ans qu'il y a des lois et qu'elles n'ont pas été suffisamment évaluées. Et que si les parlementaires avaient le levier d'évaluation et de contrôle de l'action publique du gouvernement et donc de la loi, on pouvait savoir si telle ou telle loi est efficiente, eh bien on aurait des lois qui soient réellement appliquées. Je vous donne un exemple, la loi Sauvadet, qui est une loi qui date d'il y a quelques années, qui prévoit des pénalités financières par unité d'emploi manquant quand en gros, il y a des quotas de nomination de femmes dans la haute fonction publique. À chaque fois que vous ne nommez pas une femme, vous devez payer 90 000 € de pénalité financière. Mais cette loi est très très peu appliquée dans la mesure où il n'y a pas d'organe qui vraiment aille vérifier et réaffecte au budget de l'État. Il n'y en avait pas en tout cas jusqu'à très récemment. Donc maintenant il y en a, mais ça a mis plusieurs années pour se mettre en place. Et ça nous montre que, y compris, les dispositions légales ne sont pas contrôlées. C'est pour ça que le président de la République a dit qu'on allait renforcer les contrôles aléatoires.
Donc je crois vraiment qu'il faut d'abord faire en sorte que les lois soient appliquées et ensuite mener un combat culturel. Et nous, notre mot d'ordre, c'est ne rien laisser passer. Et c'est pour ça que j'interviens dès qu'il y a quelque chose et que je l'assume parfaitement. Il y a 2 leviers pour mener ça. 1, l'action publique, donc c'est tout ce qu'on vient d'évoquer, et 2, la parole publique. Et la parole publique, c'est une action en soi. Parce que rien qu'avec une parole, rien qu'avec un hashtag, rien qu'avec des mots, on peut amener à s'intéresser à des sujets. Quand je fais un tweet il y a quelques semaines avec un hashtag féminicide, vous avez des dizaines d'articles derrière ou des dizaines d'interventions dans les médias sur le thème « Qu'est-ce que c'est que le féminicide ?» et où on s'intéresse à ce phénomène alors qu'on ne s'y serait pas intéressé sinon. Effectivement, c'est pour ça aussi que je voulais qu'on passe ce temps ensemble, qu'on utilise ce levier-là, de prendre la parole et d'aller au fond de ces sujets, parce qu'effectivement, je suis d'accord avec vous, c'est un combat culturel qu'on est en train de mener, alors nous, d'un côté médiatique, et vous maintenant dans la sphère politique. Donc merci beaucoup Marlène Schiappa d'avoir pris ce temps avec nous. Merci à vous.